Depuis l'appel qui m'a appris la mort de ma cousine Stacy, dès que je reçois un téléphone de mes parents, mon cœur s'accélère par habitude. Inquiétude. Vous avez 16 nouveaux messages. Qu'est-ce qui a encore bien pu se passer ? Salut Sarah, je suis au cabinet, je viens de finir. Ils sont en train d'annoncer ce qu'il y a à Forum sur la première. Alors il va y avoir un débat sur le féminicide entre 18h, à partir de 18h30 ou quelque chose comme ça. Donc si tu as l'occasion, ça peut être intéressant pour ton travail. Alors bisous, à bientôt, ciao. Pour écouter le message suivant, tapez 1. Avant, Pour j'aurais supprimer détesté ce avoir message, cette information. Tapez 2. Pour le J'étais trop réécouter, en colère. Tapez 4. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas tout dit. Notre famille n'a certes pas beaucoup parlé du meurtre. Mais en vérité, des mots ont été mis sur notre histoire. Mais ces mots, c'étaient ceux des médias. Avant même qu'on puisse poser les nôtres sur notre deuil, ils nous ont été arrachés, confisqués. C'est certainement leur travail. Et dans ce cas-là, il y avait des noms. Et j'avais l'impression qu'on jetait le chagrin d'une famille à tous les vents. Et moi, j'aurais eu envie de me recroqueviller au fond de ma tanière. Pas pour pas que ça se sache, ou c'est pas ça. C'est que j'aurais aimé d'abord panser les plaies. J'aurais aimé reprendre le souffle. Et là, c'est pas possible. En tout cas, pas dans l'immédiat, parce que les gens, ils font pas forcément le lien, ils savent pas forcément que c'est quelqu'un qui t'est proche, ou donc tu vas avoir des commentaires. Vous avez vu dans le journal? C'est pour ça que j'en veux à 20 minutes. Que j'en voulais. Là, je pense qu'il y a eu des erreurs, ça c'est sûr. Les erreurs que ma mère évoque sont multiples. Il y avait le nom de ma cousine, son visage, mais pas celui de son meurtrier. Et c'est récurrent, car notre histoire est banale. Ça, je le réalisais pas encore. 3 janvier 2020. C'est toujours les mêmes schémas avant les meurtres, Dispute fatale la nuit de la Saint-Sylvestre. quasi les mêmes histoires, les mêmes mots des médias après. 12 février 2020. Il avait poignardé la femme qui l'obsédait. En temps, je récupérais des journaux qui parlaient des féminicides qui avaient eu lieu. La folie d'un homme a failli coûter la vie à une trentenaire. Tous, sans jamais utiliser ce mot. Tous, à la rubrique faits divers. 18 octobre 2009. Elle ne voulait pas avorter, il la tape avec un marteau. Mais ce n'est ni divers, ni exceptionnel. Je sais que ma famille n'est pas seule. 27 septembre 2019. C'est global et récurrent. Le jour de sa mort, elle était comme d'habitude. Si on en croit les statistiques, 182 féminicides depuis Stacy. Un chaque 2 semaines. C'est trop. Trop tout court. Trop pour moi. J'ai arrêté de compter, de récupérer les journaux. Et j'ai beau vous parler derrière un micro, je suis pas devenue journaliste, malgré ma formation et mon stage qui m'y préparaient. J'étais trop en colère contre eux, contre moi et contre la terre entière. Cette déception envers les médias, elle m'a fait découvrir Décadré et Valérie Vuille, sa fondatrice. Nous, on dit toujours l'article, c'est une deuxième violence pour la victime, mais c'est une violence pour la famille, pour les proches aussi. Et c'est une violence en amont parce que ça nous désinforme. Décadré, c'est un institut de recherche et de formation sur l'égalité dans les médias. Un de leurs projets porte spécifiquement sur le traitement médiatique des violences sexistes. Ce qu'on observe dans les médias, c'est ce qu'on peut appeler la culture du viol, qui vaut pas seulement pour le viol, mais qui vaut pour toutes les violences sexistes. Et cette culture, elle fait une chose très particulière. Elle crée du flou, où il ne devrait pas en fait y avoir du flou dans le consentement. Et elle mélange ce qui est de l'ordre de l'amour de ce qui est de l'ordre de la violence. De la même manière, en fait, elle va justifier et banaliser toute forme de violence sexiste. Ils s'aimaient beaucoup, mais ils étaient très sensibles et jaloux tous les deux. Ça,
C'est une des phrases parues dans le journal, peu après le meurtre de Stacy. Une de ces phrases qui me provoque encore aujourd'hui des hauts le cœur. En fait, c'est pas ça. C'est un contrôle sur l'autre, la violence. Ce flou entre amour, violence, qui intervient avec la jalousie, mais qui intervient aussi lorsqu'on parle de drame passionnel, avec souvent justement le recours à toute cette folie dans ce mythe-là. On déresponsabilise totalement l'auteur de violence. Et pire, on s'apitoie sur son sort. C'est dire, mais le pauvre, c'est pas sa faute, il avait des pulsions. Parce qu'on ne tue pas de trop aimer. Moi, ce que je crois, c'est qu'on préfère imaginer des amoureux déçus que des hommes violents. Ça sonne tout de suite moins sexy. Pour écrire un article, on refait appel à ces mythes. Et ils réapparaissent dans les articles. Et ainsi de suite. Et ça devient un cercle vicieux. Parce que les personnes qui sont dans des relations violentes ne le repèrent pas. Et la famille autour aussi, finalement, ne le repère pas. Parce qu'elle n'a pas les informations nécessaires pour comprendre ce qui est en train de se passer. Impossible de reconnaître la violence quand elle se camoufle dans les mots, sur nos écrans, dans les chansons, nos représentations, partout. Elle s'insinue partout. On essaye d'avancer avec la vision que c'est pas uniquement quelque chose qu'on met dans les journaux pour faire vendre, devant des faits divers entre guillemets. Je pense qu'après on est beaucoup plus attentif à ce qu'on lit dans les journaux, que ça devient moins divers, qu'on se dit que en fait c'est pas une exception, ça arrive pas qu'aux autres. Le problème, c'est qu'on pense que c'est des faits isolés et c'est pas des faits isolés. En fait, c'est pas dehors qui est tellement dangereux. Moi, j'ai toujours pensé que c'est quand tu rentres tard le soir que c'est dangereux. Mais je crois pas, en fait. Ce qui est dangereux, c'est la maison. C'est ce qui se passe une fois que la porte est fermée. Je pensais que c'était les autres qui tuaient, des monstres, de ceux qui t'attendent dans une ruelle sombre, ceux où tu vois sur leur gueule qu'ils vont te bousiller. Maintenant, je sais que les monstres, ça n'existe pas. Parce qu'à Noël, 10 jours avant le meurtre de Stacy, ce n'était pas avec un monstre qu'on avait mangé, plaisanté et discuté. Son ex, c'était un mec banal. Ingénieur ou dessinateur en bâtiment, je me souviens plus. Terriblement humain. Au fond, peu importe son profil, la vérité, c'est que les meurtriers sont variés. C'est précisément ça qui fait peur. C'est que ça peut être n'importe qui. Le point commun, c'est les assassiner. Toutes parce qu'elles disaient non, se cachaient, partaient. C'était leur liberté à toutes, leur vie sans eux, sans lui, qu'ils ne pouvaient pas supporter. Leur colère à eux, qui anéantissait leur futur à elles. Si on regarde les choses peut-être d'un peu plus près, peut-être qu'il y avait des signes avant-coureurs, je sais pas. Je pense que quand on est très en colère, je sais pas si... Des fois je me dis, est-ce que moi je serais capable de prendre un couteau et de taper sur quelqu'un si j'étais en colère? Je crois pas. Je taperais sur moi ou... Mais je pense que c'est différent parce que moi, j'ai pas la notion d'avoir... Il y a une question de pouvoir. Ça part d'une logique de la société qui inculque une notion de pouvoir entre les hommes et les femmes. C'est un problème de comportement, c'est un problème d'éducation. C'est un problème de respect de l'autre. Je crois que c'est surtout ça. C'est un problème de respect de l'autre. Et il se trouve que l'autre, c'est les femmes.
femmes, leur vie, leur liberté qui ne sont pas respectées, leur droit d'exister. Il y a ceux qui disent, qui crient, qui occupent tout l'espace avec leur corps, leur voix, et celles qui se taisent. Les violences, dans ce cas conjugal, découlent de cette asymétrie, de ce rapport de pouvoir. J'ai demandé à mon père où est-ce que, selon lui, ça prend source. Même moi qui suis né dans les années 60, quand t'es gamin, on te donne plutôt des pistolets, des arcs et des flèches, et puis à la petite fille, on lui donne des poupées. C'est le cliché bleu clair pour les garçons et rose pour les filles. Et puis le rapport de force, il se construit là-dessus. Et puis le rapport de force, il est que la femme, elle est là plutôt pour enfanter, être le pilier de la famille, protéger, faire pousser ses enfants, faire grandir, évoluer ses enfants, et puis que le père est là pour les défendre. Mais ces hommes, ces petits garçons à qui on a donné des arcs et des flèches enfants, puis des fusils à l'armée, qu'est-ce qu'ils défendent vraiment ? Leur honneur ? Leur territoire ? Leur droit sur d'autres vies ? Est-ce qu'ils apprennent que c'est ça ? Aimer ? Un flash me revient. J'ai 10 ans et à la récré, des garçons coursent les filles pour nous toucher les fesses. Qui aime bien châtie bien, répondent des profs. Le sentiment étrange que je devrais m'estimer heureuse, qu'on veuille me toucher, même contre mon gré. Est-ce déjà là, enfant, qu'on apprend que dans l'amour, il faut au final se faire un peu violence ? J'ai besoin de comprendre comment ça a pu arriver. Alors j'ai décidé de poser mes questions à un expert. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, ça va très bien. C'est tout bon comme ça. Lui, c'est Kevin Dieter, docteur en sociologie et spécialiste de la sociologie de l'enfance. Il a passé plus de 1000 heures sur le terrain auprès d'enfants à étudier leur socialisation. La socialisation, c'est l'apprentissage des savoirs, savoir-être et savoir-faire. Et donc, moi, je me suis intéressé dans ma thèse sur un savoir-être et savoir-faire particulier qui est celui de l'amour et de l'amitié. Comment les enfants apprennent à aimer. Quand on va sur le terrain, comme moi, je l'ai fait, on voit qu'il y a des normes qui s'appliquent de manière différente pour les garçons et pour les filles. On apprend dès leur plus jeune âge, pour eux, l'amour a un sexe féminin. C'est-à-dire que les personnes qui prennent en charge cette émotion, même que ce soit autour d'eux, ce sont les mères, leurs premières interlocutrices, ce sont des filles qui les mettent le plus souvent en œuvre. Être amoureux et en parler pour les petits garçons, c'est prendre le risque d'être rejeté, jugé pas assez homme. Viril. En fait, on voit le poids d'une norme à la sanction qui est attribuée quand on la transgresse. Et là, encore une fois, de pas respecter, de faire des trucs de filles, vous êtes moqué, vous avez plus de copains quand vous êtes un garçon. Donc ces sanctions-là sont très très fortes. Donc il faut montrer comme quoi on est du bon côté. C'est moins grave pour une fille d'aller jouer au foot ou d'aller jouer avec des garçons qu'un garçon aller jouer avec les filles. On va avoir des amoureux, etc. C'est moins gênant dans un cas que dans un autre. Avoir des émotions, en parler, se montrer vulnérable, c'est être du sexe faible. Et par extension, aimer aussi. Ils doivent mettre ce sentiment à distance, encore une fois, oui, pour prêter allégeance à leur genre, en fait. Pour dire, je suis bien un garçon, un vrai garçon, et un vrai garçon, ça montre pas ces sentiments. Je dis pas que les garçons ne ressentent pas de sentiments. Enfin, mon propos est pas de dire ça. C'est que, en fait, ils doivent pas les mettre en avant. Ils doivent pas les mettre en scène. Ils doivent pas les mettre en mots ou de manière très spécifique. En fait, ils doivent montrer un désintérêt. Le seul émotion qui est socialement acceptée pour les garçons ou les hommes, c'est la colère, justement. Tous les autres, ça reste du registre quasiment féminin. Leur colère pour seule réponse, leur colère autorisée qui prend la forme de la violence, qui devient parfois une arme. Mais moi aussi je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est n'importe quoi. Cette société où tu es rendu possible par l'accès aux armes, justifié par l'instinct, les jeux vidéo, la folie, l'amour. Et puis quoi encore ? Quand est-ce que ça va cesser ? Quand est-ce qu'on va nous entendre quand on dit non ? Quand est-ce qu'on va nous laisser nous lever et nous casser ?
sans nous nier, nous insulter ou nous buter. Silence à l'extérieur, quand à l'intérieur, ça grouille, ça suinte, ça déborde, ça rugit. Un jour, j'ai éclaté, ma colère en 1000 morceaux, mes tripes directement dans ma gorge, des mots éparpillés hurlés, l'urgence de dire tout vite, tout de suite. De pas me censurer ni laisser le bénéfice du doute, mais écouter ce signal, ce réflexe de survie. Arrêter d'être conciliante, bienveillante, dire non, stop, basta, va chier. Me protéger. Je hurle et je ne me reconnais pas. Au-dedans, il y a toute ma colère réprimée à faire exister. Je pensais que le monde s'effondrerait si je criais. Une femme, ça crie pas. En fait, il n'y a rien eu. Souvent, on remet en cause la colère, l'émotion, son expression, plutôt que son motif. Mais le problème, c'est pas la colère en soi, c'est la violence. Et si certains font de leur colère une arme de destruction, pour moi, elle sera le feu qui me protège. Alors j'en ai rien à foutre qu'on pense harpie, furie, hystérique, qu'on préfère mon courage silencieux à ma révolte. Parce que ma colère est normale, je suis normale bien qu'enragée. Enragée qu'on puisse tuer. Et la colère, en fait, elle n'est pas du côté de la mort, mais de la vie. Si on est en colère, c'est qu'on est encore là, vivante et révoltée. Si vous avez besoin de soutien, retrouvez tous les numéros d'urgence, lieux d'accueil et ressources sur le site aide-o-victime.ch. Celle qui reste. En documentaire sonore de reportage et décharge production. Écrit, monté et réalisé par Sarah Gebalma, avec l'accompagnement de Laure Gabu et le regard de Michael Diatta. Le mixage et la mise en onde sont de Gérald Wang. Et la musique de Julia Dabala. Un grand merci à Erika Berazategui, assistante de production, et à Johanny Pernou pour la communication. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des fondations Ernst Gunner, Jan Michalski et Pro Helvetia. Un immense merci à Julie pour ses précieux retours, à mes amis pour leur écoute, conseils et soutien, et à ma famille pour la confiance. Merci aussi à celles dont les mots ont infusé dans mon travail. Juliette Rousseau, Vinciane Després, Annie Ernaux, Belle Hooks et Colline Pierret. À Stécie. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez peut-être les autres créations diffusées sur Reportage. N'hésitez pas à les écouter et nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots. Ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt. Reportage.